Sampedro hier, dimanche, le chef de l'État, le président Alassane Ouattara, était face aux journalistes de la presse nationale et internationale au terme de sa visite d'État de 5 jours dans la région du Bassa-Sandra. Comment accéder à l'émergence en 2020? La question est au centre d'un séminaire consacré à la présentation du rapport de la phase 2 de l'élaboration du plan stratégique. Ce séminaire ouvert par le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan devait permettre de donner une réponse à l'interrogation. Le président malien Ibrahim Boubacar Keïta a condamné l'attaque meurtrière qui a frappé les clients de l'établissement La Terrasse. 3 Maliens, un Français et un Belge ont perdu la vie. Dans ce 20h, nous ferons un tour du monde avec le soleil comme carburant, un avion révolutionnaire, le premier avion qui fonctionne à l'énergie solaire. Voilà pour les principaux titres. Bonsoir, bienvenue. Nous sommes ensemble pour une trentaine de minutes et dans cette demi-heure d'information, vous aurez un dossier, le grand format, aujourd'hui consacré à l'introduction des TIC dans le système sanitaire ivoirien. Rendez-vous donc dans une dizaine de minutes, le temps de revenir sur quelques temps forts de la récente visite d'État effectuée par le président Alassane Ouattara dans le Bassa-Sandra. Commençons par la conférence de presse qu'il a prononcée hier dimanche à Sampedro au terme de sa visite d'État de 5 jours, et c'est avec Viviane Agnimen. Le traditionnel échange qu'il a avec la presse à la fin de chaque visite d'État à l'intérieur du pays, circonstance oblige en ce 8 mars où est célébrée la Journée internationale de la femme, le président de la République a tout d'abord rendu hommage aux femmes de Côte d'Ivoire et du monde entier. Je voudrais saluer le dynamisme des femmes, leur courage, leur contribution à l'indépendance du pays, au développement du pays. Et comme je l'ai indiqué lors de l'installation du Conseil national de la femme, le lundi 2 mars dernier à Abidjan, le rôle et l'action des femmes ont été décisifs à chacune des étapes de la vie de notre nation. C'est pourquoi nous devons consolider davantage les droits des femmes. Nous devons veiller à la protection, à la promotion et aussi à l'autonomisation des femmes. L'occasion a été trouvée pour lui soumettre cette interrogation, à savoir la parité homme-femme pourra-t-elle devenir réalité en Côte d'Ivoire d'ici 2020? C'est une question qui est difficile. Je n'aime pas faire des promesses que je ne peux pas tenir. C'est important de faire évoluer de manière positive la place et le rôle de la femme dans notre société. Je pense que les uns et les autres peut-être ne s'en souviennent pas. Vous voyez, la loi sur le mariage a créé un problème au sein de l'Assemblée, à tel point que ça m'a conduit même à faire un remaniement ministériel. Parce qu'il y avait beaucoup de gens qui n'étaient pas d'accord avec cette loi. Et par conséquent, on a une société, il faut tenir compte des pesanteurs. Le président de la République ne peut pas tout faire. Au cours de cette visite d'État, de nombreux et importants chantiers ont été annoncés par le président de la République pour faire de Sampedro un grand pôle économique en Côte d'Ivoire. L'investissement global se chiffre à 6 000 milliards de francs, un investissement qui ne nécessitera pas un endettement de la Côte d'Ivoire, a fait savoir le président de la République. Vous voyez, les partenaires publics-privés, c'est-à-dire c'est des privés des pays comme la Chine, qui font le travail avec les financements chinois. Et bien sûr, il y a une contribution de la Côte d'Ivoire qui est faible. Et c'est pour ça que je dis que ça n'entraîne pas d'endettement excessif de la Côte d'Ivoire. Parce que nous allons continuer, nous, malgré les bonnes performances, à continuer avec les programmes du Fonds monétaire international pour bien valider que notre pays est bien géré et que nous n'avons pas de soucis à nous faire. Aujourd'hui, le ratio de la dette PIB est aux alentours de 40-45%. Et tous ces projets sont des projets qui se financent tout seuls. Dans le département de Tabou, le président de la République a adressé un sévère avertissement aux auteurs d'attaques répétées contre cette partie du sud-ouest de la Côte d'Ivoire. Comment compte-t-il y mettre fin? Nous allons nettoyer la zone, que ce soit Tabou, Grabo, Lodjo, tous ces points, nous allons nettoyer. Parce que nous considérons que tout ça doit se régler. Nous allons même demander un droit de poursuite au Libéria, aux autorités libériennes, comme c'est le cas dans la lutte contre Boko Haram. Le Niger, le Tchad ont eu des droits de poursuite sur le territoire nigérien. Nous avons demandé des droits de poursuite sur le territoire libérien pour aller anéantir tous ces gens qui viennent périodiquement perturber la sérénité des populations, donc à la frontière.
Donc là, nous avons les moyens. Il y avait un problème d'infrastructure. On a donné des fonds au génie militaire pour nettoyer, pour dégager les pistes. Nous allons faire des battues dans les forêts. Nous allons faire toutes les dispositions nécessaires pour assainir la zone. Interrogé aussi sur le fonctionnement des institutions en Côte d'Ivoire, notamment sur la nécessaire impartialité du Conseil constitutionnel, aujourd'hui mise en doute en raison de la nomination à sa tête, selon certains, d'un partisan du président de la République en remplacement du professeur Francis Vaudier, démissionnaire. Les gens doivent comprendre une chose, moi je n'interfère pas dans la gestion des institutions. Je veux des institutions qui soient autonomes, je veux des institutions qui soient donc fortes et qui donnent la crédibilité à notre nation. Parce que c'est par les institutions qu'on sait si une nation est solide ou pas. Obama l'a dit il y a déjà plusieurs années. J'ai déjà indiqué qu'au Conseil constitutionnel, ça n'a rien à voir avec le président de la République. Le président du Conseil a décidé de me remettre sa démission compte tenu des problèmes de fonctionnement à l'intérieur du Conseil constitutionnel. Je ne pouvais qu'accepter cette démission et j'ai essayé de trouver les meilleurs magistrats possibles. Celui qui a été nommé, je ne sais pas comment vous l'étiquetez, mais moi ce qui m'intéresse c'est la compétence des uns et des autres. Après tout, quand j'ai nommé Francis Vaudier, personne n'en a fait un problème, pourtant il n'est pas de mon parti, il est même d'un parti de gauche, mais je l'ai pris pour sa compétence. Alors, celui qui lui a succédé a été même majeur à l'école de magistrature de Paris. Donc, c'est quand même un magistrat respecté qui a été directeur de cabinet sous plusieurs régimes. Il a travaillé aussi bien quasiment avec tous les partis politiques. Il a été ministre de la Justice sous Laurent Gbagbo, etc. Bon, donc moi je n'ai pas d'a priori. Au cours de cet échange avec la presse, le président de la République a encore fait savoir qu'il n'ira pas au-delà d'un second mandat. Il a toutefois annoncé une modification globale de la Constitution après les élections. Avant cette conférence de presse, le chef de l'État était à l'inauguration d'une usine de cacao. Il a également accordé une audience à la délégation d'opérateurs économiques du groupe Olam. Ali Diarasouba. Une usine de transformation de cacao de plus sur le sol ivoirien. Olam Cocoa Processing, cette unité qui constitue un investissement de plus de 37 milliards de francs CFA, a été inaugurée ce samedi matin par le président de la République. Le chef de l'État a salué ce progrès du groupe Olam qui vise une transformation de 75 000 tonnes de cacao par an. Au nom du gouvernement, le ministre de l'Industrie et des Mines, Jean-Claude Brou, a demandé au groupe Olam de pousser un peu plus la chaîne de transformation de cacao. Au-delà de cet heureux événement qui nous rassemble, que le groupe Olam s'inscrive dans la dynamique de transformation encore plus poussée du cacao en produits finis tels que le chocolat, et qu'il continue à renforcer et à diversifier sa présence dans le secteur industriel ivoirien. Le gouvernement, pour sa part, se tiendra toujours aux côtés du groupe Olam pour les soutenir dans leurs efforts d'investissement. C'est ici pour moi l'occasion de lancer un appel à l'ensemble des opérateurs économiques nationaux et internationaux en les encourageant à s'engager davantage dans la transformation de nos matières premières agricoles. Avant cette cérémonie marquant l'inauguration de l'usine, le chef de l'État s'est entretenu avec Sani Vergès, le président directeur général du groupe Olam. L'Indien, à la tête du groupe mondial depuis 20 ans, a présenté au président Ouattara la stratégie de son groupe combinant culture, transformation et vente. And we thank the president for his acceptance of our invitation to inaugurate. Nous sommes très intéressés à développer notre activité en Côte d'Ivoire et c'est environ 600 millions de dollars que le groupe Olam a investi en Côte d'Ivoire dans les secteurs du coton, du cacao, de la noix de cajou et nous allons continuer d'investir parce que nous croyons à la Côte d'Ivoire et nous croyons donc à l'émergence qui est prévue par le chef de l'État. La multinationale en chiffres, c'est 360 000 producteurs dans la chaîne d'approvisionnement, 5 500 emplois et 18 unités de transformation établies dans les principales villes de la Côte d'Ivoire.
Au cours de cette visite d'État, Alassane Ouattara est régulièrement revenu sur ce qu'il considère comme étant nécessaire pour l'avenir de la Côte d'Ivoire. Il s'agit de la réconciliation, le renforcement de la cohésion sociale et la contribution de tous au développement du pays. Ces défis étaient au centre d'une rencontre avec les chefs traditionnels et les cadres de Soubré. Le témoignage de Michel Digré. Le président de la République sur les terres de feu Charles Dombayi, grand serviteur de la nation, qui a tracé les sillons du développement de la région de la Nawa avec plusieurs cadres de la localité. Les populations de Mayo sont sorties nombreuses pour saluer cette marque d'attention du chef de l'État à l'endroit de la localité, mais surtout du village qui a vu naître Charles Dombayi. Alassane Ouattara s'est incliné sur la tombe de ce digne fils de la région avant la rencontre avec les cadres et les chefs coutumiers et religieux de cette région qui apporte beaucoup au développement de la Côte d'Ivoire, notamment dans le secteur agricole. Ces derniers remercient le chef de l'État pour tous les projets de développement en faveur de la localité et ont décidé de le soutenir pour un second mandat. Nous avons décidé, nous cadres de la Nawa, de répondre à votre appel, de nous inscrire durablement dans votre projet. Oui, toute la Côte d'Ivoire est en chantier. La région de la Nawa est en chantier. On y rencontre notamment le bitumage des principales artères du chef-lieu de région, la réhabilitation d'écoles, le reprofilage des pistes rurales, la construction d'un important ouvrage hydroélectrique qui fera de la région de la Nawa, dans quelques années, en plus de sa vocation de grand producteur de matières premières agricoles, l'une des principales plateformes énergétiques du pays. Nous sommes donc là, à votre disposition, Excellence, Monsieur le Président de la République. Tous mobilisés pour la cause que vous défendez, une cause commune. Le président de la République prend acte de cet engagement et souhaite la cohésion sociale dans la localité, gage de tout développement. Je considère que cette région apporte beaucoup à notre pays. Et M. Gobo, vous avez raison de dire que nous devons imaginer une manière de faire un peu de redistribution. J'ai bien compris votre message. Voilà. J'ai bien saisi votre message de soutien pour mon second mandat. Je ferai tout pour que cela se réalise pendant mon second mandat. Cette région est en réalité une Côte d'Ivoire en miniature, avec toutes les ethnies du pays qui vivent en parfaite harmonie, avec de nombreuses personnes venues des pays voisins, des pays de la CEDEAO, qui ont toujours été bien accueillis ici. Et donc je voudrais vous féliciter, honorable chef, pour votre contribution à ce que nous ayons un climat de paix, un climat de solidarité dans cette belle région. La Côte d'Ivoire est en paix et la Côte d'Ivoire est en train de réaliser de très grandes et de belles choses. Et que c'est parce que nous sommes en paix et que nous sommes ensemble, rassemblés et réunis, que nous réussissons à le faire. Et nous devons tout faire pour renforcer ce rassemblement et faire en sorte que la Côte d'Ivoire soit la belle nation que nous avons tous voulu construire ensemble avec le Père de la Nation. En moins de 6 ans, c'est la 4e fois que le président de la République se rend dans la région de la Nawa et cette rencontre avec les chefs coutumiers et cadres de la région vient une fois de plus rehausser cette marque d'attention. Après cette rencontre avec le chef de l'État, notre reporter Michel Digré a recueilli quelques réactions, attentes, espoirs et souhaits ont été exprimés au micro de notre reporter. C'est un devoir et ici à Mayo, c'est ce que nous avons fait. La municipalité, les villages de la commune attendaient cette visite avec impatience et ils ont pu le démontrer par leur sortie massive. Leur joie qui se lisait sur les visages et aussi la joie qui s'est lue de voir le président de la République et son épouse contents de venir ici rendre hommage non seulement à feu Charles Dombayi, qui est leur père, qui est notre père à tous, mais aussi venir recevoir tous les cadres de cette région
ici à Mayo, c'est pour nous un symbole et nous en sommes tout à fait reconnaissants au chef de l'État. Le message qui nous a fait passer est un message de paix. Un message de paix pour la région. Une région cosmopolite où se rencontrent toutes les origines. Et c'est pour ça que nous devons faire la paix essentielle à un développement harmonieux. Et nous nous sommes engagés en tant que cadre et fils de la Nawa à accompagner le président dans cette lourde tâche. Et il nous a davantage galvanisés pour que nous procédons au développement de notre région. Que nous aidons notre président du conseil régional, Alain Dongoyi, à avancer avec les populations. Nous sommes heureux. Parce qu'il faut dire que la dernière fois, le président venait ici à Mayo, il était venu ici en tant que président d'un parti politique, le RDR. Et nous lui avons dit qu'on ne vient pas à Mayo pour sortir les bras ballants. Quand tu viens à Mayo en sortant, tu seras une bénédiction. Et qu'arrivé à Bigan, le président devait devenir le président de la République de Côte d'Ivoire. Dieu nous a exaucé. Aujourd'hui, il est le président de la République de Côte d'Ivoire. Ça nous va droit au cœur. Nous sommes très contents. Nous sommes contents de son programme de gouvernement. Je suis content d'avoir venu sur la région de Nawa parce qu'il y a très longtemps, il est venu ici. Quand il est venu poser le premier pierre de barrage à Soubré, vraiment, on est content de lui voir, de lui recevoir ici. Il a un regard particulier sur cette région-là, dont il dit c'est le phare de la Côte d'Ivoire. Donc il a un regard particulier pour que cette population soit aussi contente demain. Parce que, comme je l'ai dit, nous avons encore peur par rapport aux retombées de ce barrage-là. Dans quelques instants, le grand format, un regard sur l'introduction des technologies de l'information et de la communication dans le système sanitaire. Comment accéder à l'émergence en 2020? La question est au centre d'un séminaire consacré à la présentation du rapport de la phase 2 de l'élaboration du plan stratégique. Ce séminaire officiellement ouvert par le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan devait permettre de donner une réponse à l'interrogation. Le point avec Alexise Ouedraogo. Côte d'Ivoire, pays émergent à l'horizon 2020. Loin d'être un slogan, une ferme volonté affichée par l'État ivoirien. Mais quelles sont les étapes à franchir pour accéder à l'émergence? Que faire pour y parvenir et à quelles conditions? Ce sont les questions qui sont sur la table du séminaire qui a ouvert ses portes ce matin. Il s'agit pour le Centre de développement de l'OCDE de poser les diagnostics après près de 6 mois de travaux. L'examen multidimensionnel de la Côte d'Ivoire va ainsi fournir des pistes d'action aux autorités ivoiriennes qui soient à la fois concrètes et adaptées aux besoins du pays. 4 ans après la crise qu'a traversé le pays, les progrès sont notables, mais beaucoup reste à faire et le gouvernement en a conscience. La présente étude vise à offrir au gouvernement un cadre de référence pour la réalisation de sa stratégie liée à la vision de l'émergence de la Côte d'Ivoire à l'horizon 2020. Conformément aux termes de votre mission, il vous appartient, après avoir identifié les obstacles au développement de la Côte d'Ivoire et à l'atteinte d'une croissance soutenue et inclusive sur le long terme, identifier clairement les leviers et les moteurs de la croissance de la Côte d'Ivoire, qui lui permettront d'atteindre et de maintenir sur le long terme les taux de croissance soutenus nécessaires pour accélérer la progression vers l'émergence. La deuxième phase des travaux doit courir dès les mois de juillet-août prochains. L'introduction des TIC, les technologies de l'information et de la communication dans la gestion et le traitement des informations du domaine sanitaire est l'une des priorités du ministère en charge de la santé en Côte d'Ivoire. Comment ce projet est-il piloté? Quels sont les avantages pour la population et pour la gestion du système sanitaire en général en Côte d'Ivoire? La réponse dans ce grand format avec Léon Brou. Hôpital général Houphouët-Boigny d'Abobo, laboratoire d'analyse médicale. À cette dernière étape de son circuit médical, Mireille peut dire sa satisfaction. D'habitude, quand je viens au fouille dans les papiers, on essaie de les chercher. Mais aujourd'hui, je suis très contente parce qu'il n'y a pas duré. Le gain de temps, raison du soulagement de Mireille, c'est que dans tous les services où elle s'est présentée, il n'a pas fallu fouiller les archives pour retrouver son dossier médical. Un clic d'ordinateur a suffi. C'est à la caisse et les gens payent.
On nous donne la lettre, on fait le prélèvement dans la salle de prélèvement, on vient exécuter l'examen. Et quand on finit d'exécuter l'examen, on vient à la lettre. On enregistre les résultats qui restent dans la machine. La lettre électronique signale en fait l'arrivée dans le service cible du dossier médical. Ce concentré d'informations administratives et médicales numériques, dit dossier unique patient informatisé, est créé depuis le bureau des entrées. Il remplace le dossier médical sur support papier et permet de systématiser tout le parcours du patient depuis son entrée jusqu'à sa sortie d'hôpital. C'est l'application de la solution E-Ivoire initiée par le ministère de la Santé et de la lutte contre le sida après des missions d'imprégnation en Europe et en Chine. L'idée, reformer le système sanitaire ivoirien par l'introduction des TIC, technologie de l'information et de la communication. 11 mois après sa mise en œuvre au CHU de Cocody et de Yopougon, comme ici à l'hôpital général Houphouët-Boigny d'Abobo, E-Ivoire se révèle un outil efficace de gestion administrative. Aujourd'hui, nous avons la latitude d'apprécier avec des éléments clairs et nets le travail que fait chaque agent. En ce qui concerne l'élaboration même des statistiques, grâce à l'informatisation des données, le problème ne se pose plus, puisqu'il suffit seulement de quelques clics et voilà, vous avez toutes les données. En 2013, avant que le système n'arrive, nous étions à un certain niveau de recouvrement et en 2014, nous avons multiplié par 2 nos recettes. E-Ivoire en ajoute aussi à l'efficacité du corps médical en permettant d'accéder en tout temps et en tout lieu au passé médical du malade. Conséquence, une prise en charge sans risque d'accident, encore que ce système favorise le secret partagé et la télémédecine. La télémédecine consiste pour le professionnel de santé à s'adresser à un autre professionnel dans un autre cadre, que ce soit une autre ville, que ce soit même dans une région très éloignée. Et ça leur permet d'échanger les informations sur le patient, mais surtout ça leur permet d'avoir des données pour savoir s'il y a tel examen ou tel autre examen à faire. Je reçois un patient que je dois adresser à ma collègue ORL. À ma collègue, je dirais, le patient que je t'envoie, c'est un patient qui est diabétique, qui est traité avec tel ou tel produit. Et ma collègue qui recevra ce patient saura que ce patient a une tare ou bien a un traitement. Pour son déploiement, E-Ivoire exige la mise en réseau des services de l'hôpital, mais les menaces criminelles représentent le risque zéro. En clair, la conservation du secret médical est de mise. L'utilisateur va se loguer par son empreinte digitale. Avec l'empreinte digitale, il sera impossible, même si on a le code secret de son collègue, d'ouvrir et de travailler sous son nom. Ce dossier patient est crypté, donc seuls les médecins, les professionnels qui sont concernés par le dossier du patient n'auront accès, n'est-ce pas, à ce dossier patient, après bien sûr un numéro d'identifiant qui leur sera transmis. Donc le secret médical sera garanti et on n'aura plus de déperdition d'informations sur un malade. Au total, un constat sans équivoque, E-Ivoire et son application dossier unique patient informatisé renforcent tout le système sanitaire. S'en trouvera donc aisé la mise en œuvre de la couverture maladie universelle, en abrégé CMU, un projet cher au président de la République. Nous avons identifié des structures sanitaires éligibles pour la première étape de la couverture maladie universelle. Si nous arrivons à étendre cette méthode, n'est-ce pas, numérique, surtout dans les structures sanitaires éligibles pour la première étape de la couverture maladie universelle, nous aurons réussi à d'abord sécuriser les données sanitaires des différents patients dans les différentes structures sanitaires. Ça va baliser, ça va réduire les postes de déperdition. Donc en temps réel, les prestataires seront remboursés et mettront donc à la disposition ce panier d'offres de soins de qualité avec tout le plateau technique. Le ministère de la Santé qui s'emploie à installer sa solution TIC dans les 180 districts sanitaires nationaux a déjà identifié les besoins pour l'extension de E-Ivoire aux structures cibles de la phase pilote de la couverture maladie universelle. Environ 3 milliards de francs CFA d'investissement. Reste donc que la volonté politique suive.
Voilà, c'était donc le grand format proposé par le service politique de la rédaction. De la politique, par exemple, le bureau politique du RDR, le Rassemblement des Républicains s'est réuni ce lundi. À l'ordre du jour de cette rencontre, la convocation d'un congrès extraordinaire en vue de désigner le président Alassane Ouattara comme candidat du RDR à l'élection présidentielle d'octobre 2015. Demain, vous aurez donc le compte-rendu complet de notre reporter. Au Mali, pour la première fois depuis les événements survenus dans la nuit de vendredi à samedi à Bamako, le président Ibrahim Boubacar Keïta s'est exprimé devant la presse. Le chef de l'État malien a condamné l'attaque meurtrière qui a frappé les clients de l'établissement La Terrasse dans le quartier de l'Hippodrome à Bamako. 3 Maliens, un Français et un Belge ont perdu la vie dans cette attaque. Et dès l'annonce de la nouvelle, le président Alassane Ouattara a adressé un message au président du Mali, Ibrahim Boubacar Keïta. Le président ivoirien a condamné ces attaques meurtrières et a adressé au peuple frère du Mali et aux pays amis qui ont des ressortissants parmi les victimes sa profonde compassion et sa solidarité. 200 combattants de la secte Boko Haram ont été tués ce lundi par la coalition armée du Nigeria, du Tchad, du Niger et du Cameroun. Ce sont désormais 4 forces armées mobilisées contre le groupe islamique Boko Haram qui a prêté allégeance à l'État islamique le 7 mars dernier. Rendons-nous maintenant en République démocratique du Congo où des robots ont été déployés pour régler la circulation à Kinshasa. Mais ce reportage vous sera proposé dans nos prochaines éditions. Un tour du monde avec le soleil comme carburant. C'est ce que nous réserve Solar 2 avec leur avion révolutionnaire. Les concepteurs suisses se donnent 5 mois pour boucler le tour du monde. Eh bien, avec Christelle Menant, je vous invite à découvrir le premier avion qui fonctionne à l'énergie solaire. 7h12, Abu Dhabi, capitale des Émirats Arabes Unis. Un avion à énergie solaire décolle de l'aéroport d'Al-Batin, direction Est, pour un tour du monde. Solar Impulse 2, de la lignée du Solar Impulse 1, appareil révolutionnaire, vol de nuit comme de jour, sans carburant, ni émissions polluantes. Un bijou technologique vert, alimenté exclusivement à l'énergie solaire. C'est le résultat de 12 années de recherche menées par André Borschberg et Bertrand Piccard, 2 chercheurs suisses, copilotes sur ce vol historique. Un tour du monde en 12 étapes sur 5 mois, dont 25 jours de vol effectif. Le vol se fera à une altitude maximale de 8500 mètres pour une modeste vitesse de 50 à 100 km/h. L'engin pèse 2,5 tonnes et est propulsé grâce à l'énergie fournie par plus de 17 000 cellules solaires, tapissant 72 mètres d'ailes, presque aussi longues que celle de l'Airbus A380. Un exploit scientifique qui veut contribuer à la lutte contre le réchauffement climatique. C'est le message politique de ce tour du monde qui s'achèvera à Abu Dhabi début août prochain, mais avant, première escale après 12 heures de vol, Mascate, capitale du sultanat d'Oman. Voilà, c'était Christelle Menant. Après ce journal, vous aurez lundi sport, mais avant, Anne-Marie Nguessan va nous donner une petite idée du contenu de cette émission. Marie, alors vous avez l'antenne, juste pour le contenu. Bonsoir David. Le championnat d'Afrique des moins de 20 ans qui a débuté hier au Sénégal est bien sûr au menu de notre magazine. La Côte d'Ivoire d'entrée a fait un match nul face au Congo et le pays hôte, le Sénégal, s'est incliné face au Nigeria. Toujours en football, nous allons nous attarder bien sûr sur la 13e journée de la Ligue 1. Et puis, en ce qui concerne les autres disciplines, il y aura le rallye du Bandama qui s'est couru ce week-end à Yamoussoukro. Le vainqueur d'ailleurs de cette édition, Garichen, sera invité sur notre plateau. Et on aura aussi comme invité les médaillés de l'Open international d'Alexandrie, c'est du taekwondo. Ils seront également nos invités sur le plateau. Voilà pour l'essentiel, David. D'autres disciplines et d'autres informations seront bien sûr données lors de notre édition de tout à l'heure. Merci, David. Anne-Marie Nguessan, rendez-vous donc avec Lundi Sport à partir de 21h. C'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Bonne suite de programme sur les antennes de la RT, mais surtout portez-vous bien.